Vous écoutez l'affaire Stranieri, deuxième partie. Il découvre un petit homme affable, très gentil, mais vraiment très gentil, qui leur inspire pleine confiance, qui se présente comme un entrepreneur qui, certes, réussissait très bien en région parisienne, mais qui a besoin de se mettre au vert et qu'il n'aurait jamais rêvé d'un tel cadre, etc. En plus, cet acheteur, il est formidable parce que il est prêt à acheter tout de suite. Le prix 4 millions, il discute pas. L'équation est idéale. Corinne Mouly, la fille de Claude Mouly, établie en région parisienne, rentre d'un séjour en Asie. Elle a son père, euphorique au téléphone. Tu sais, ça y est, on a un acheteur, on va vendre, on va signer, rendez-vous est pris. Bon, elle est contente. Elle est contente pour son père. Mais à partir du moment où elle est informée de ce rendez-vous chez le notaire, Corinne, brutalement, ne va plus avoir de nouvelles de son père. Elle va essayer de voir auprès de son entourage si, par hasard, quelqu'un a des nouvelles. Et là, elle s'aperçoit que plus personne n'a de nouvelles non plus. Et ça va l'inquiéter très vite. Elle va appeler la bourriate. Et là, quelqu'un répond. Et ce quelqu'un se présente comme étant le nouveau propriétaire. Et il dit d'emblée à Corinne que « Ah non, mais Claude et sa compagne sont partis, ils sont partis en voyage. » Alors là, Corinne a un peu du mal à encaisser la nouvelle parce que « Mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous les avez emmenés à la gare? Quelle gare? Gare de Cap-de-Nac? Mais pourquoi ils sont partis comme ça? Mais ils vous ont dit où ils partaient? » Ah non, ils ont décidé de partir en voyage. Partir en voyage, mais c'est bizarre quand même, ils étaient en train de se séparer, enfin... Tout ça est quand même extrêmement étrange. Elle va filer à la bourriate, elle va descendre dans le sud, elle va aller à l'auberge, elle veut voir, il faut qu'elle soit sur place. En face de la bourriate, il y a une petite maison en pierre qui est ravissante d'ailleurs, et qui est la maison de Claude Mouly. Claude Mouly a pour habitude de laisser la clé à un endroit bien précis. La famille sait que si elle vient, elle prend la clé, elle rentre dans la maison. Quand elle rentre dans cette petite maison, elle est prise de stupeur. Parce que là, il y a toutes les affaires de son père. Mais toutes! Surtout, il y a les médicaments. Ces médicaments pour le cœur, ceux qu'il prend tous les jours, ceux dont il ne peut pas se passer. On a l'impression qu'il est parti faire un truc et qu'il va revenir, quoi. Et puis, surprise, le nouveau propriétaire, tout d'un coup, entre comme s'il était chez lui. Ah, Corinne est quand même stupéfaite. Et là, il va y avoir un face-à-face très étrange. Corinne pose beaucoup de questions, évidemment, à ce nouvel occupant, qui lui donne des nouvelles de Claude Mouly. Mais s'il l'a eu au téléphone, ne vous inquiétez pas, il est parti en Suisse. Ils sont partis tous les deux en Suisse. Alors, il le fait avec un petit air de connivence pour lui dire, bon, forcément, ils ont touché 4 millions, donc ils sont allés en Suisse un peu pour planquer l'argent. Corinne, elle a peur de cet homme. Son instinct lui dit de se méfier. Elle va aller à la gendarmerie, expliquer qu'il y a un problème, son père est parti, dans des conditions qui lui apparaissent pas normales. Le nouveau gérant de la bourriate donne toujours des versions différentes du départ du couple. La personne qui a acheté, selon ses connaissances, selon ce qu'elle en sait, s'appelle Mario Stranieri. La première chose qu'on fait, c'est de regarder qui est ce personnage. Cet homme que personne ne connaît, qui a débarqué là, qui en 2 semaines a mis tout en place pour racheter une entreprise, etc. Colonel Géry Plane, ex-commandant du groupement de gendarmerie de l'Aveyron. Et donc on cherche ça et on trouve rien. Mario Stranieri, il n'est pas connu. Le couple peut très bien être parti en vacances, il n'a pas forcément prévenu ses enfants. Donc les gendarmes notent effectivement, mais ils ne font pas de recherche. Corinne Mouly repart de la gendarmerie effondrée, en se disant qu'ils ne prennent pas son cas au sérieux, qu'ils ne feront rien pour retrouver son père. Donc elle va commencer sa propre enquête. Elle va regarder, fouiller dans les affaires de son père. Il faut qu'elle comprenne, il y a forcément un indice. Et elle va tomber sur une lettre.
Cette lettre, c'est une lettre du notaire, le notaire qui a réalisé la vente de la Bourriate. Et cette lettre, elle est adressée à Alfredo Stranieri. Et là, ça fait tilter Corinne. Qui est cet Alfredo Stranieri ? Cette lettre, elle l'apporte à la gendarmerie. Dès qu'on a ce prénom, il y a une fiche qui tombe. On décrit la tentative d'assassinat de M. Cohen à Viry-Châtillon. C'est une personne qui est recherchée par la police, donc on met au point une tactique pour l'interroger. On lui dit on a besoin de documents sur votre installation, etc. Enfin, il est venu très tranquille à la brigade de gendarmerie. Alors là, ça part et puis on lui sort la fiche. Du coup, il se bute et puis il conteste, évidemment, il conteste ce qu'il lui est dit. Moi, c'est Mario. Et puis d'ailleurs, regardez, j'ai des papiers, je suis bien Mario. Il montre ses papiers, effectivement, tout est en règle. Il voit de problème nulle part, donc oui, non, il comprend pas. Bon, mais quand même, à un moment donné, comme dans toute enquête, il y a une prise d'empreinte. C'est là que les choses vont un peu se corser. Les empreintes digitales sont relevées et il s'avère, en les passant au fichier, ce sont les empreintes digitales d'Alfredo Stranieri. À ce moment-là, il comprend qu'il est coincé. Et ben ni une ni deux, il saute par la fenêtre, il s'enfuit. Alors il va pas aller loin. Hein. Parce que bon, c'est peut-être pas un grand sportif, hein, donc il est à pied, il court. Je me rappelle plus, mais je crois qu'il est même pas sorti de l'enceinte de la brigade, quoi. Le 7 juillet 1999, on m'appelle pour une garde à vue à Cap-de-Nac. François-Xavier Berger, avocat d'Alfredo Stranieri. J'ai en garde à vue quelqu'un qui est tout à fait, je dirais, normal. Un peu surpris d'être en garde à vue. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui est logique, qui a travaillé, qui a géré des entreprises. Il se présente comme hôtelier-restaurateur. J'ai l'impression d'avoir un hôtelier-restaurateur devant moi. Au début du dossier, nous n'avons strictement aucun élément qui nous permette de deviner l'ampleur que prendra cette procédure. À ce moment-là, il y a une affaire qui préoccupe les forces de l'ordre sur Stranieri, c'est cette affaire de Viry-Châtillon, l'affaire Simon Cohen. La position d'Alfredo Stranieri dans l'affaire de la Jaguar est très simple. Il fait état de l'arrivée de 2 personnes, d'une menace qu'il aurait subie avec un couteau et du fait qu'il aurait à ce moment-là pris en main la carabine 22 long rifle pour se défendre. Alfredo Stranieri est resté sur sa position de dire « j'étais en état de légitime défense parce que j'étais menacé par un couteau ». On a l'impression à ce moment-là que cette affaire est la plus importante. En réalité, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Derrière, nous, on a eu une autre affaire. C'est la disparition des précédents propriétaires de la Bourriate. On a compris que c'est un homme qui était capable de tout, quoi. On est capable de tuer pour une voiture, pourquoi pas pour une auberge ou quelque chose comme ça. Et il va nous donner des explications qui ont pas beaucoup de sens. On savait très bien que Claude Moulier et Nicole Rousseau, en fait, étaient séparés. Et il nous raconte qu'ils sont partis comme 2 amoureux, aller voyager, s'installer ailleurs, etc. Bon, on comprend que c'est pas possible. On a quand même une somme d'informations, pas de preuves à proprement parler, mais vraiment de quoi le soupçonner. Donc il sera rapidement mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention à la prison de Rodez. Qu'est-il advenu de Claude Moulier et de Nicole Rousseau, disparus le 12 avril dernier? Le couple venait de vendre son établissement à un repreneur lorsqu'il a disparu. L'enquête a conduit à la garde à vue du repreneur. Nous sommes tous intimement persuadés que la personne qui est en garde à vue a participé à une escroquerie de mon père et de Nicole Rousseau. Et nous sommes maintenant intimement persuadés qu'ils ont été soit assassinés, soit qu'ils sont détenus quelque part. Pendant ce temps, il y a un journaliste du Parisien qui s'était intéressé à ce qui était arrivé au pauvre Simon Cohen et qui découvre que le nom de Stranieri apparaît dans une autre affaire dans l'Aveyron. Il veut essayer de comprendre un petit peu, il se rend sur place, à Viry-Châtillon,
Il fait une enquête de voisinage. Et c'est comme ça que les voisins lui disent, mais vous savez, c'est bizarre quand même, parce que on a un monsieur qui venait très souvent poser des questions, parce qu'en fait, sa fille a disparu. Et c'est comme ça que Jérôme Glaise va en fait être la première personne à faire un lien entre les 3 affaires que sont la disparition de Nathalie Girard et Frédéric Hanneman, la tentative de meurtre sur Simon Cohen et la disparition de Claude Mouly et Nicole Rousseau. Et là, il semble qu'on ait un dénominateur commun, et ce dénominateur commun, c'est le fameux Stranieri, Alfredo. Un jour, je reçois un coup de téléphone d'un journaliste. Monsieur Jérôme Glaise. Il me dit, vous connaissez Stranieri Alfredo? Je dis oui. Il me dit, il vient d'être arrêté dans l'Aveyron. Là-bas, il y a un couple d'aubergistes qui vendaient leurs biens et qui ont disparu. Il faut y aller. J'ai avec mon épouse, hop, on saute dans la voiture et on fonce. Claude Girard et sa femme viennent en Aveyron. Ils rencontrent la fille de Claude Mouly. Elle me raconte son histoire, cette jeune femme. En tout point, ça concorde avec la nôtre. Oh, j'ai dit, ça sent mauvais, ça. Très mauvais. On s'aperçoit qu'il y a finalement une sorte de mode opératoire commun, avec pour point de départ l'acquisition d'un bien. Tout ça parce qu'on a vu une petite annonce. Et tout ça sans discuter. C'est finalement l'acheteur providentiel. Le prix, c'est pas un problème. Les conditions de paiement, c'est pas un problème. Le rendez-vous, oui, tout de suite, j'arrive. Je signe, j'ai la clé, je m'installe. Malheureusement, une fois que je suis installée, tout le monde a disparu et on les reverra jamais. Quand les gendarmes apprennent que Claude Girard est dans les parages, par la fille de Claude Mouly, ils décident de lui demander de venir. Et puis là, je raconte mon histoire et c'est la première fois qu'on m'écoute. 6 heures d'audition. Ta. Monsieur Girard, il avait fait un travail extraordinaire de recherche, avec les moyens du citoyen. Il notait absolument tout ce qu'il faisait. Sur ses petits cahiers, là, il notait chaque fois qu'il trouvait quelque chose. Je rencontre aussi un commandant de gendarmerie qui est là, qui m'a dit, vous savez, monsieur, mesdames, monsieur, faut pas vous faire d'illusions. Il a dû les faire disparaître. Et là, insidieusement, l'idée, parmi les hypothèses, l'idée qui prime, il a tué notre fille. Quand on rentre en pleine nuit à Pessac, à Bordeaux, on s'arrête en pleine nuit sur une aire d'autoroute et on pleure dans notre voiture. On pleure. Tout d'un coup, je me souviens de la bâche. Je me rappelle de la bâche. Dans le jardin, à l'auberge de Viry-Châtillon, il y avait une bâche bien à plat sur l'herbe, bien étendue, et tenue par des cailloux, des pavés, tout le tour, pour pas qu'elle s'envole. C'était un détail qui m'avait, sur le moment, semblé bizarre. On met pas une bâche comme ça par terre, sans rien dessous. Et là, je comprends. Et je dis à mon épouse, je sais où ils sont enterrés. Je téléphone à la brigade des recherches, et là, ils me prennent pour un fou. Je dis, ben moi, je vais le faire. D'Arès, je reviens à fond de train ici à Pessac. Je mets une pelle et une pioche dans mon coffre. Il dit, je vais prendre une pelle et je vais aller creuser. Alors là, les gendarmes on décide de bouger et partent faire des recherches. Puis quand je suis arrivé, tout était bleu, des voitures bleues, des chemises bleues, des... J'ai compris. Je suis rentré dans le jardin et il y a 3 hommes en civil qui ont voulu m'en empêcher. Ils n'ont pas réussi. Je suis pas costaud. Mais là, je savais plus trop bien ce que je faisais. Ils voulaient pas que je voie. Je vois quoi? Que je vois 2 cadavres? Ils étaient là. Ils ont mis des heures avant de les déterrer. Puis quand il a fallu soulever les corps pour les glisser dans la housse, dans la grande housse,
Là, ça a été terrible. C'était le moment le plus dur de ma vie. Puis j'ai encore le bruit de la fermeture éclair quand il l'a enfermé. Zoom. La camionnette de l'Institut médico-légal et ils sont partis à Paris. Au froid. Et puis... je suis assis sur le bord d'un trottoir en pleurant. Je savais plus ce que je faisais. Je tournais à 6000 tours minute. Je savais plus ce que je faisais. Hier, les gendarmes ont découvert 2 corps enfouis dans le jardin d'une discothèque de l'Essonne. Et aujourd'hui, les enquêteurs recherchent 2 autres cadavres, cette fois dans l'arrière-pays aveyronnais. Alors, le lendemain de la découverte des corps à Viry-Châtillon, on va se dire qu'il faut quand même aussi chercher à la Bourriate. On sait que Stranieri va être là, qu'il y a quelque chose à rechercher. Et toute la journée, les recherches vont être effectuées. Et on va voir Stranieri balader les gendarmes d'un coin à un autre. On a fait venir du matériel et on a cherché dans tous les endroits, à proximité de la Bourriate, au fond des forêts, dans les cours d'eau. On est arrivé à la conclusion que c'est probablement dans la propriété qu'il fallait chercher. Les gendarmes appellent un tractopelle. Et pratiquement au premier coup de tractopelle, on va entendre un grand cri « Stop !» Et ils vont tout de suite découvrir les corps de Nicole Rousseau et Claude Mouly qui sont enterrés à 20-30 cm sous la terre, à côté d'une plate-bande. Stranieri, il était là, il était à 3 mètres des corps quand on les a découverts. Et c'est pas beau à voir des corps qu'on découvre enterrés à même la terre, comme ça, quoi. À un moment, j'ai perçu, je sais pas comment dire, pas une émotion, mais une sorte d'écœurement de regarder ça, quoi. Mais il s'est très vite repris parce que dès qu'il a tourné la tête, tout s'est bien passé. Mais il reste imperturbable, il bouge pas, un masque. Et au juge d'instruction, les explications d'Alfredo Stranieri étaient très simples. Je n'ai tué personne et je n'ai rien à voir dans leur disparition. Ce système de défense est assimilable pratiquement à un droit au silence, puisque ce sont des dénégations totales. Je sais pas, il sait rien. C'est ce qu'il répétera sans arrêt, quoi. Qu'il a pas tué et qu'il ne sait rien. À votre avis, où M. Mouly et Mme Rousseau ont été tués? Je l'ignore. Pour quelles raisons ont-ils été tués? Je l'ignore. Quand ont-ils été tués? Je l'ignore. Par qui ont-ils été tués? Je l'ignore. Comment ont-ils été tués? Je ne sais pas. Il y a déjà cette tentative d'assassinat. Il y a les 2 corps retrouvés à Viry-en-Châtillon, les 2 corps retrouvés à Besse-de-Nossac. Ça fait quand même 5 victimes. On sent qu'on est dans une autre dimension. C'est le crime en série qui apparaît, quoi. C'est pas pour rien qu'il a été surnommé le coucou. Parce qu'en fait, le coucou, c'est un oiseau qui est une sorte de prédateur qui, quand il décide de s'approprier un nid, se pose sur le nid, bouffe les œufs qu'il y a dedans, et puis s'installe. Et pond à son tour. Stranieri, c'est la même chose. Il s'est installé dans le restaurant d'Annemann, il s'est instauré dans le restaurant en l'auberge, en Aveyron, sans rien payer. Stranieri, c'est le coucou. 4 ans plus tard, en 2003, le procès de Stranieri s'ouvre à la cour d'assises de l'Essonne. Et on commence ce journal par le procès Stranieri devant les assises d'Evry. Il est accusé de 4 assassinats à Viry-Châtillon dans l'Essonne et à Besse-de-Nossac dans l'Aveyron. C'était un procès qui était difficile parce qu'on avait toutes les familles, les avocats des parties civiles. C'était un combat, c'était vraiment une arène avec un combat de plein de gens contre un homme. C'était quand même violent. Puis quand on sait la façon dont ces personnes sont mortes, elles n'avaient rien demandé. On m'a demandé de venir témoigner. J'ai débité mon laïus, alors là je l'ai accusé. Rappelle-toi Stranieri, quand tu me disais ceci, cela, rappelle-toi, tu mentais effrontément, tu les avais tués. J'étais remonté. On attend que Stranieri avoue.
Les preuves sont tellement flagrantes, on se dit, il va avouer. Mais non, il avouera jamais. Il a rien fait, c'est pas lui. Nous avons plaidé l'acquittement, puisque les faits étaient contestés, mais il est vrai que la tâche était quand même très très difficile. Alfredo Stranieri a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine incompressible de 22 ans. Quand la condamnation est tombée, avec beaucoup de légèreté, il nous a annoncé tout de suite qu'il faisait appel. Tout de suite. En 2004 a lieu le procès en appel. Vous recommencez à zéro. Mais zéro, comme si rien s'était passé. Et le verdict est revenu conforme à celui d'Evry, c'est-à-dire réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Vous êtes indemnisé. À quel prix? Combien valait ma fille? Une sœur, c'est 11 000 €. Mon fils a touché 11 000 €. Moi, j'ai touché beaucoup plus. Nous, on a touché plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une avocate qui est allée au fonds de garantie et qui a démontré que nous avions eu de grosses dépenses. Pendant 20 mois, on s'était ruinés. Et aujourd'hui, 25 ans après, je continue. Et je continue pourquoi? Parce que là, à la fin de sa période de sûreté de 22 ans, il a fait une demande de libération conditionnelle. Il dépose des requêtes, mais à chaque fois qu'elles ont été déposées, elles ont été très mal vécues, très très mal vécues par les familles, et en particulier par Corinne Mouly et par Monsieur Girard, qui vieillit, qui s'affaiblit, mais qui n'oublie rien. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Je voudrais qu'il crève en tôle. Je voudrais qu'il crève à la maison centrale de Poissy, qu'il sorte les pieds devant, c'est tout, avant que je parte. On n'a jamais fait notre deuil. C'est quoi faire son deuil? C'est oublier. Faire son deuil, c'est retrouver le goût à la vie, sans oublier le disparu. Et ça, c'est dur. Mais j'ai fait mon devoir. J'avais juré que je la retrouverais. Plus de 20 ans après les faits, les victimes d'Alfredo Stranieri et leur famille restent profondément traumatisées. La fille de Claude Mouly a quitté la France, tout comme Simon Cohen, qui a totalement changé de vie en s'installant en Israël. Il ne souhaite plus entendre parler du tueur aux petites annonces. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Louis-Mathieu Nivose. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.